Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats devaient affronter non seulement l'ennemi, mais aussi des conditions naturelles extrêmes. Le gel devenait souvent l'adversaire le plus cruel, les champs de bataille les plus froids de la Seconde Guerre mondiale. C'est ainsi que l'on peut appeler les lieux où les températures chutaient profondément sous le point de congélation et où l'hiver tuait aussi impitoyablement que les balles. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment le général Gell a influencé les affrontements décisifs du conflit, comment les soldats ont survécu à des températures autour de -40 °C, et quelles leçons nous tirons encore aujourd'hui de ces expériences glaciales. Dans un instant, nous visiterons les forêts enneigées de Finlande, les plaines russes gelées et les tranchées glacées des Ardennes, des lieux où la Seconde Guerre mondiale s'est transformée en combat pour la survie dans un hiver cruel. À la fin de l'année 1939, l'Union soviétique déclencha la soi-disant guerre d'hiver contre la petite Finlande. Staline s'attendait à une victoire rapide, mais il se heurta à une résistance déterminée et à un temps extrême. En Finlande s'abattirent les plus grands froids depuis 100 ans. Les températures chutèrent jusqu'à -40 °C. Pour les défenseurs finlandais, cela représentait un avantage. Ils étaient habitués à de telles conditions et équipés de chaudes fourrures de renne, tandis que les soldats soviétiques souffraient dans de fins uniformes d'été. Beaucoup d'assaillants gelèrent littéralement avant même d'arriver au combat. Dans cette vidéo, vous découvrirez le légendaire tireur d'élite Simo Häyhä, surnommé la Mort Blanche, qui dans les forêts de Carélie élimina plus de 500 ennemis. On disait que celui que n'atteignait pas la Mort Blanche, le gel, le tuait. Les Finlandais à ski attaquaient par surprise les routes forestières et détruisaient les lentes colonnes soviétiques par fragments. Les pertes soviétiques dépassèrent finalement plusieurs fois les pertes finlandaises, en partie à cause du gel. En mars 1940, Staline dut accepter la paix. La Finlande perdit une partie de son territoire, mais sauva son indépendance. Le monde entier vit alors que le gel était devenu un puissant allié du petit peuple. Dans un instant, nous découvrirons comment, un an plus tard, le même hiver impitoyable surprit aussi l'Allemagne nazie. En juin 1941, Adolf Hitler lance l'invasion de l'Union soviétique, dans le but de conquérir Moscou, en éclair avant l'arrivée de l'hiver. Au début, la Wehrmacht progressait triomphalement, et à l'automne 1941 arriva jusqu'au faubourg de Moscou. Mais alors la donne changea. Arrivèrent les pluies d'automne, la boue et aussitôt les premiers gels. Le commandement allemand sous-estima grossièrement l'hiver russe. Les soldats manquaient cruellement de manteaux d'hiver, de bottes solides et de gants, car les nazis comptaient sur une victoire rapide. Quand en novembre la neige tomba et les températures chutèrent sous -20 °C, l'enfer commença pour les unités allemandes. Certains hommes désespérés enfilèrent au moins des manteaux ouatés soviétiques capturés et des bonnets de fourrure, mais d'autres n'avaient rien d'autre que des uniformes d'été. Un soldat allemand se désespérait dans une lettre à sa famille. Le général Hiver nous a arrêtés. Gel -34 °C. Partout, des gelures. Sa lettre n'atteignit jamais le destinataire. L'auteur tomba bientôt. Le gel paralysa l'équipement de la Wehrmacht. Les carburants et lubrifiants gelaient. Les moteurs des chars ne démarraient pas. Les Allemands devaient souvent laisser les véhicules en marche toute la nuit, sinon ils ne démarraient pas le matin, mais cela épuisait rapidement le carburant. Les fusils et canons défaillaient à cause du froid, et les soldats tiraient les provisions sur des traîneaux tractés par des chevaux, car les voitures s'enlisaient dans la neige. Les hôpitaux de campagne se remplirent de soldats avec de graves gelures. Les défenseurs de Moscou, au contraire, profitèrent de l'environnement domestique et étaient mieux préparés à l'hiver. La plupart des unités soviétiques reçurent à temps des vêtements chauds, et de Sibérie arrivèrent des renforts frais, habitués au gel intense. Le maréchal Joukov se souvenait plus tard qu'à la mi-novembre, tous ces soldats avaient un équipement d'hiver. Dès que début décembre les températures chutèrent sous -30 °C, et que les unités allemandes épuisées se figèrent, l'armée rouge passa à la contre-attaque.
Les Soviétiques engagèrent aussi les légendaires chars T-34 avec des moteurs adaptés au gel, et leurs troupes repoussèrent l'ennemi gelé des portes de Moscou de dizaines de kilomètres. Le général Gell joua ainsi un rôle clé dans le sauvetage de la métropole soviétique. Les Allemands subirent pour la première fois dans la guerre une défaite écrasante. Cependant, la souffrance glaciale sur le front oriental ne s'arrêta pas là. Dans un instant, nous regarderons Leningrad assiégé, où l'hiver cruel frappa non seulement les soldats, mais aussi des millions de civils. Tandis qu'à Moscou, le front se mit en mouvement en hiver 1941-42, au nord de l'Europe commença une horrible bataille pour la survie de la population civile. Leningrad, la deuxième plus grande ville de l'Union soviétique, fut encerclée par les Allemands en septembre 1941 et coupée du monde. Derrière l'impénétrable rempart du front restèrent bloqués 2,5 millions de personnes, qui firent bientôt face à un manque absolu de nourriture et de combustible. Et puis, l'hiver frappa, l'un des hivers les plus cruels en mémoire. Les températures en janvier 1942 chutèrent à moins 40 degrés Celsius. Dans la ville sans chauffage, l'eau gela dans les tuyaux et dans les seaux. Les habitants brûlèrent des meubles, les livres, tout ce qui était inflammable, juste pour se réchauffer un peu. Mourant de faim et de froid, ils mangeaient littéralement tout ce qui était à portée de main. Des soupes d'amidon, des lanières de cuir, de petits animaux, et malheureusement, il y eut aussi du cannibalisme. Le gel et la faim tuaient à Leningrad à un rythme terrible. On estime qu'en hiver, 1940 et un 2042 mouraient de faim et de froid, environ 100 000 civils par mois. Pourtant la ville ne se rendit pas. La seule mince ligne de sauvetage était la soi-disant route de la vie, un itinéraire provisoire à travers le lac Ladoga gelé, par lequel on transportait avec des traîneaux et des camions au moins un minimum de nourriture, et on évacuait du siège au moins les enfants et les malades. Celui qui survécut à cet hiver de famine s'en souvenait comme de la pire période de sa vie. Leningrad fut finalement libéré en janvier 1944, mais l'hiver 1940 et un 2042 entra dans l'histoire comme un symbole glacial de souffrance humaine, inimaginable, et de résistance. Dans un instant, nous nous déplacerons vers le sud, où entre-temps culminait la bataille de Stalingrad et d'autres champs de bataille gelément jusqu'aux os. En été 1942, les nazis lancèrent l'offensive sur le front sud et pénétrèrent profondément en Union soviétique. En août, éclata la bataille de Stalingrad sur le cours inférieur de la Volga. Les Allemands contrôlèrent la majeure partie de la ville bombardée. Mais le 19 novembre 1942, l'armée rouge passa à la contre-attaque, opération Uranus, et encercla la 6e armée allemande. Celle-ci resta bloquée dans les ruines de Stalingrad et attendait une libération qui ne vint pas. En décembre frappèrent des gels autour de moins 25 degrés Celsius et commença une souffrance apocalyptique. Les soldats encerclés n'avaient donc pas d'équipement d'hiver, la nourriture et le combustible manquaient. Les blessés et malades sans médicaments mouraient en masse. Les hommes gelés tuaient les derniers chevaux pour leur viande, et beaucoup gelèrent directement dans les tranchées. Les avions allemands ne parvenaient pas à transporter assez de provisions dans le chaudron, et beaucoup furent en plus abattus par les soviétiques. Fin janvier 1943, les températures chutèrent à moins 30 degrés Celsius et brisèrent définitivement la résistance du reste des forces allemandes. Le 2 février 1943 se turent les derniers coups de feu. Des 250 000 soldats encerclés à l'origine ne survécurent qu'environ 90 000 affamés et gelés, qui partirent en captivité soviétique. Stalingrad devint le cimetière glacé de l'orgueil d'Hitler et le point tournant décisif de la guerre. L'hiver glacial 1942-43 détruisit aussi les alliés allemands sur le front oriental. La 8e armée italienne et la 2e armée hongroise sur la rivière Don voisine n'étaient pas préparées au gel intense, ni aux coups écrasants soviétiques. Pendant janvier 1943, ces unités furent dispersées,
Des dizaines de milliers d'Italiens et de Hongrois mal équipés périrent de froid, ou furent capturés lors de la retraite chaotique des steppes russes. Quand en février, les gels finirent par diminuer, Hitler n'avait presque plus de réserves combattantes à l'Est. Mais le général Hiver n'avait pas encore dit son dernier mot à l'Ouest non plus. Dans un instant, nous regarderons la bataille des Ardennes. À la fin de la guerre, l'Hiver montra aussi sa force sur le front occidental. En décembre 1944, Hitler lance la dernière grande offensive dans les forêts ardennaises, à la frontière de la Belgique et du Luxembourg. La bataille des Ardennes surprit les soldats alliés, non préparés au gel soudain et aux tempêtes de neige. Les températures chutaient à moins 20 degrés Celsius, partout jasèrent des congères. Particulièrement les parachutistes américains, de la 101e division, coupés dans la ville de Bastogne, durent endurer 2 semaines de siège dans des tranchées glacées. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas de vêtements d'hiver ni de bottes. Ils claquaient des dents de froid et improvisaient avec des couvertures et de la toile de tente. Ils gèlent si fort que chaque respiration brûle dans les poumons comme du verre brisé, nota un sergent américain. Sur certaines sections du front, les gelures causèrent plus de pertes que l'ennemi lui-même. Les soldats souffraient du soi-disant pied de tranchée. Leurs pieds trempés mouraient dans l'eau glacée des tranchées et menaçaient d'amputation. Après quelques jours, cependant, le temps s'améliora. Le 23 décembre brilla enfin le soleil, et l'aviation alliée put larguer aux unités assiégées des provisions de nourriture, de médicaments et de couvertures chaudes. Peu après arrivèrent aussi les chars du général Patton et percèrent l'encerclement allemand de Bastogne. L'offensive nazie échoua. La victoire dans les Ardennes coûta cependant beaucoup de forces aux Alliés. Des milliers de soldats gelés et sous-refroidis partirent à l'hôpital. Ces hommes aussi se souvinrent pour le reste de leur vie de Noël 1944 comme d'une cruelle épreuve glaciale, où ils durent littéralement survivre à l'hiver avant de pouvoir continuer le combat pour la liberté. Dans un instant, nous dirons quelles leçons nous ont laissé ces champs de bataille glacés jusqu'à nos jours. Les histoires des champs de bataille les plus froids de la Seconde Guerre mondiale nous rappellent encore aujourd'hui que le temps peut décider du résultat des conflits. Le dicton sur le général Hiver circule depuis les guerres napoléoniennes, et la Seconde Guerre mondiale l'a confirmé à nouveau. Les historiens analysent l'influence de l'hiver sur les batailles de Moscou ou des Ardennes, et les armées modernes ont tiré les leçons de ces expériences. Les soldats suivent aujourd'hui des entraînements de survie dans le gel, et l'équipement militaire se développe pour résister même aux conditions arctiques. Le dicton sur le général Hiver n'a donc pas perdu sa validité même actuellement. En même temps, ces histoires glaciales éveillent en nous le respect pour l'incroyable résistance et la volonté des gens qui les ont vécues. Malgré la souffrance extrême, ils ont réussi à survivre aux hivers les plus cruels et finalement à vaincre le gel et l'ennemi. Merci pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, donnez-lui s'il vous plaît un like et partagez-la avec vos amis. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, restez au chaud.